Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre elles. Je m'appelle Tombani Kouloufoua et j'ai décidé de lancer ce podcast pour partager avec vous des profils et des itinéraires de femmes du monde. Dans ce podcast, vous écouterez des femmes donc parler entre elles avec bienveillance et empathie de leurs histoires personnelles et de leur parcours professionnel. J'espère que ces femmes vous inspireront par leur passion et leur implication dans leurs projets, où qu'elles soient dans le monde. Je vous retrouve avec plaisir cette semaine pour la deuxième partie de l'épisode consacré à Amy Fanny. Dans le précédent épisode, Amy avait partagé avec nous les souvenirs de son enfance à Abidjan, ses études en France et aux États-Unis et ses premières expériences professionnelles en audit à New York, puis en private equity, notamment dans une grande institution internationale à Dakar, puis à Abidjan. La deuxième partie de notre conversation est consacrée au lancement de son entreprise, Saba Naturals, qui est une marque cosmétique destinée à mettre en valeur et à partager avec le reste du monde le savoir ancestral de l'Afrique en matière de beauté et de bien-être. Saba est également une plateforme de distribution sur laquelle sont commercialisées d'autres marques africaines de qualité qui partagent les valeurs de son entreprise. Voici la suite de notre conversation enregistrée à distance entre Londres et Abidjan. On peut partir à n'importe quel moment. La vie, c'est vraiment, ça tient à un fil. Ça tient à un fil, il faut faire des choix, il faut faire les bons choix et il faut les faire maintenant parce qu'on ne sait pas combien de temps on est là. Et donc, la graine qui avait été plantée à la naissance de mon fils, décès de mon père, là, je me dis non, je ne peux plus continuer en fait à prétendre que tout va bien, que je me lève le matin, je vais passer des heures et des heures à faire quelque chose qui, au-delà de me payer correctement, même plutôt bien, ne m'inspire pas et ne me fait pas me réaliser. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Et donc là, je décide de démissionner de la SFI. J'ai pas encore de plan en tête. Et donc là, les personnes auxquelles j'en parle se disent, mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se ressaisir. Donc, quelques mois passent et je me dis, bon, c'est le moment en fait de faire quelque chose qui a vraiment du sens pour moi. Et qu'est-ce qui peut avoir le plus de sens pour moi? C'est quelque chose que je conçois moi-même. Et donc, je pense à l'entrepreneuriat, bien sûr. Je me dis, mais si je devais faire une entreprise, ce serait donc quoi? Parce que malheureusement, j'ai pas, comme certaines personnes, une vocation particulière ou une passion qui me dévore. Je sais que depuis que j'ai 1 an, c'est ce que je veux faire. J'ai rien de tout ça. Et je commence à réfléchir, mais en même temps, j'ai très peur. Je dois dire que quand j'ai quitté la SFI, tout le monde était surpris. Voilà, on ne s'attendait pas à ça. Sauf moi, parce que je savais quand même depuis plusieurs années que je me posais des questions sur mes choix professionnels. Et je suis partie sans avoir le plan B, on dit. Mais je me suis dit, écoute, Annie, si tu ne te lances pas à l'eau maintenant, tu ne le feras jamais. Fais-le, la vie est courte, il faut trouver ton chemin. Et au bout de quelques mois, je rencontre une personne qui me parle d'un projet, toujours en investissement, mais qui a une vision qui me plaît. Donc l'idée, c'est de monter un petit fonds d'investissement pour les entreprises que je ne pouvais pas toucher quand j'étais à la SFI, qui étaient trop petites, pas assez structurées, etc. Et qui me causaient une certaine frustration. Je me disais, je suis rentrée en Afrique, je travaille dans le financement, mais au final, je n'aide pas beaucoup les économies locales. Qu'est-ce que je peux faire? Et donc cette idée-là arrive, ils m'en parlent et je suis emballée. Et je me dis, bon, c'est peut-être pas le bon moment pour moi de me lancer dans une entreprise tout de suite, surtout que je n'ai pas d'idée concrète. Donc je vais rejoindre ce cabinet. C'est la première fois pour moi de rejoindre une société locale, comme on dit, c'est-à-dire avec un management local, un fondateur local de Côte d'Ivoire, des collègues qui sont tous locaux, pas des Japonais, des Américains, des Français, des Italiens. C'était très bien tout ça, j'ai fait ça toute ma carrière, mais là j'étais chez moi et je travaillais avec des gens de chez moi, je voyais les vraies réalités. L'aventure a duré 2 ans, donc pendant 2 ans j'ai travaillé dans cette société, mon rôle c'était directeur des investissements, donc toujours investissement, mais avec vraiment la fonction de lever des fonds, de trouver des investisseurs et puis de gérer, de mettre en place un programme pour aider les petites entreprises à se structurer, à être plus professionnelles. Donc, c'est des choses qui m'ont plu, mais j'avais l'impression quelque part que je m'étais trahie un peu. Parce que quand je quittais la SFI, c'était vraiment avec l'intention de réaliser quelque chose par moi-même et pour moi-même. Et donc là, au bout de quelques mois, je me suis dit, oups,
j'ai une opportunité, c'est intéressant, vaut mieux que je saute dans le bateau. C'est ce que j'ai fait, sans regret, parce que ça m'a beaucoup aidé pour Saba maintenant, d'avoir cet ancrage local et connaître un peu les réalités de l'entrepreneuriat local. Mais voilà, 2 ans ont suffi pour moi pour savoir qu'effectivement, j'avais une autre voie. Qu'il fallait vraiment que je relève ce défi de créer quelque chose par moi-même. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai démissionné de Entrepreneurial Solutions Partners, ESP, et en 2019, oui, on est en 2020, donc 2019, en avril 2019, je suis partie. Et cette fois-ci, je suis partie, mais avec une graine d'idée. Donc, il y a du progrès. Je n'ai pas juste démissionné sans idée. Là, j'avais une graine, et bon, voilà. C'est le signe aussi d'une grande confiance en soi de pouvoir partir sans avoir nécessairement autre chose. Hem, c'est c'est pas forcément ce que je conseille aux auditeurs, ne faites pas tout ça s'il vous plaît. Mais, je dirais que pour certaines formes de personnalité telles que la tienne, je trouve que c'est une vraie, forme de confiance en soi, de dire, «Je pars parce que je sais que je trouverai autre chose et que c'est le moment pour moi». Hem, Ouais, mais c'est tout un travail, ton banni, hein, c'est tout un travail sur soi, hein. Moi, c'est vrai qu'il faut une certaine confiance en soi, mais c'est un travail qui a été long pour moi. Parce que comme je te le disais, dès 2011, je sentais que j'étais pas sur quelque chose qui tenait. Euh, mais voilà, et même je me suis reprise à 2 fois, parce que la première fois que j'ai quitté la SFI, c'était vraiment avec cette intention. J'ai pas cherché de boulot, j'ai pas envoyé mon CV à qui que ce soit. Je me suis dit, c'est bon, je fais ma chose. Voilà, ça va prendre du temps, ça va prendre, mais je fais ma chose. Et puis là, au bout de quelques mois, je pense 4 mois, je rejoins une autre entreprise. Donc ça veut dire que ce courage-là, je me suis reprise à 2 fois. La deuxième fois, bah là, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai lâché tout filet de sécurité, et je travaille à plein temps sur le développement de ce projet. Mais en plus de la confiance en soi, je pense il faut prendre le temps. Et puis, comme tu disais, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas, voilà. Chacun a vraiment son parcours de vie. Je suis convaincue que sans ces 2 événements que je t'ai cités, j'aurais pas forcément eu le courage de sauter, de me jeter à l'eau. Et je me connais un peu mieux aujourd'hui que je me connaissais par exemple en 2011. Parce qu'aujourd'hui, je fais un travail sur moi. C'est important de se connaître, hein, et se connaître pas de façon superficielle. Il faut vraiment prendre le temps, ce que je ne faisais jamais avant. Je détestais ça, tout ce qui est, même les évaluations. Quand on faisait les évaluations, je détestais ça. Il fallait remplir. Je suis comme ci, je suis comme ça, mes défauts, mes qualités, ça me fatiguait. Je n'aimais pas du tout ça. Mais c'est important. C'est important de se connaître, parce que c'est seulement de cette façon qu'on peut prendre les bonnes décisions. Et donc, moi, me connaissant, je savais que dans les positions où j'étais, si je ne prenais pas de décision et je ne posais pas d'actes concrets euh, maintenant, je pouvais encore passer les 8 prochaines années à faire ce que je faisais. Et c'est vraiment le confort aussi, la sécurité. Avoir un métier qui est reconnu, bah, que tu as la SFI, quand même, quand tu donnes ta carte de visite, les gens, voilà, les gens respectent cette institution, donc respectent la personne derrière. On gagne plutôt bien sa vie. Donc c'est difficile de quitter ce genre de situation. Mais pour moi, je savais que c'était un passage obligé et qu'il valait mieux le faire maintenant que d'attendre, allez, j'attends encore 2 ans, ensuite 2 ans après, ensuite 2 ans après. Et puis quand on regarde derrière, en fait, ça fait 10 ans qu'on veut partir, mais on n'est pas parti. Parlons maintenant d'entrepreneuriat. En avril 2020, tu lances, Saba Naturals. J'adore cet acronyme. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il signifie? Alors j'ai mis longtemps à... mais l'idée était là, elle était là dans ma tête, dans un coin, elle m'attendait. En fait, donc quand je pars de ESP, je disais j'avais une graine d'idée. Et ma graine d'idée, c'était quoi? Je me disais, écoute Annie, tu n'as pas une vocation particulière ou une passion particulière. Soyons francs, voilà. Malheureusement, c'est comme ça, on ne peut pas refaire chacun sa chance. Mais ce que tu as quand même, c'est que tu as vu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises. Tu les as auditées, tu les as analysées, disséquées,
pour des différents besoins. Donc, tu as vu un peu quand même le tissu local, tu as appris indirectement de ce qui marche, de ce qui ne marche pas. Et ce que j'adorais en fait dans mes expériences, au-delà de ce que je faisais, c'est-à-dire je venais pour auditer, ou je venais pour évaluer, voir si on pouvait faire un investissement, c'était les échanges avec les entrepreneurs. En fait, je les admirais secrètement. Ils étaient peut-être admiratifs devant mon parcours, mais moi, j'étais encore plus admirative devant ce qu'ils réalisaient. Et souvent à partir de rien. Et ça, surtout à ESP, parce qu'à ESP, j'ai vraiment été en contact. ESP, donc c'est la dernière société locale, 100% locale avec laquelle j'ai travaillé. J'ai vraiment été en contact avec des petits entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui, juste avec leurs économies, souvent même pas 1 million de francs CFA, ont une idée et ils s'y jettent à corps perdu et ils essaient. Et petit à petit, bah, ils ont un employé, 2 employés, ils font vivre des familles. C'est dur, hein, c'est très dur, c'est vraiment pas glamour, mais j'admirais ça. Et donc, je me disais aussi que l'expérience en agro-industrie que j'avais eue avec la SFI devait me servir parce que j'entendais souvent le discours, ah oui, ben, l'Afrique, surtout hein, quand on est dans les institutions de développement, on a toujours des discours établis. Donc, parmi les discours établis, c'était, alors l'Afrique, c'est dommage, mais elle ne se développe pas. Il y a de matières premières qui sont produites et exportées telles quelles. Bon, déjà, le cas de la Côte d'Ivoire, hein, le chocolat ivoirien, une grande marque de chocolat ivoirien, citez-moi en une. 60 ans après l'indépendance, on n'a toujours pas notre grande marque de chocolat ivoirien. On exporte du cacao. Et ça, c'est le cas de plusieurs matières premières. Et donc ça, c'est une problématique qui me touchait. Je me disais, mais si je fais quelque chose dans l'agro-industrie, ce serait bien en fait que je puisse faire ça. Ce serait mon apport. Ce serait mon apport. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux apporter ça. Je peux choisir d'apporter ça. Et donc, j'ai essayé de me concentrer déjà sur cette thématique, les matières premières et la transformation. Donc, j'ai fait des recherches diverses et variées. Et je suis tombée, au fil de mes recherches et de mes discussions, sur une industrie qui était naissante, qui était l'industrie de la cosmétique naturelle. Alors, donc, comme toutes les femmes, j'utilise des cosmétiques naturels, mais je n'avais pas forcément une affinité. Et plus je recherche, plus je me rends compte qu'en fait, les marques que je regarde, dont je visite les sites internet ou dont j'entends parler dans des articles, elles sourcent, c'est-à-dire qu'elles achètent 80% de leurs matières premières en Afrique. Elles les transforment, les produits sont beaux, ils sont bien packagés, et puis nous en Afrique, on rachète ces produits-là à prix d'or. Et pire, les matières premières qu'elles utilisent contiennent des principes actifs, c'est-à-dire ce qui, dans la cosmétique et dans le produit, va agir à un niveau particulier. Ben, ces principes actifs se retrouvent en très faible quantité dans les produits finaux. Alors je me dis, mais attends, il y a quelque chose là. En fait, toutes ces matières premières, elles sont ici. Donc, pourquoi est-ce que je n'essaierais pas de transformer une partie de ces matières premières en produits finis de bonne qualité, avec des principes actifs en quantité suffisante, donc offrir des produits qui sont beaux et qui sont bons et qui viennent d'Afrique. Et voilà, c'est parti de là. De là, j'ai de fil en aiguille essayé d'affiner le principe. Alors, comme je suis quelqu'un de très, par ma formation, de très méthodique, voilà, j'ai fait toutes mes recherches. J'ai parlé à beaucoup de gens dans le secteur. Dès qu'on me... Ça, c'est vraiment super. C'est un conseil peut-être que je peux donner si d'autres personnes veulent se lancer, ont des idées, parlez-en. Ne dites pas, c'est mon petit secret, quand je vais réussir, tout le monde va savoir. C'est pas ça que ça ne marche pas comme ça. Parce que moi, dès que je parle de cette idée, donc, et ça continue aujourd'hui, aux gens que je rencontre, il y a toujours quelqu'un, ah mais je connais quelqu'un qui fait ça, ou qui peut t'aider dans ça. Et c'est comme ça que ça a marché pour moi. Donc petit à petit, j'ai pris de l'assurance à exprimer ce que je voulais faire. Et puis le nom Saba Naturals, Saba est venu, mais il y a une petite recherche avant. Je voulais un nom en fait qui veuille dire quelque chose, de la même façon que je voulais une activité qui signifie quelque chose pour moi, au-delà de l'aspect financier. Je voulais que ça ait un sens. Pour moi, le nom de ce que je fais devait avoir un sens.
Et donc Saba, c'est Something About Africa. Ça veut dire que je voulais, à travers cette activité, je veux à travers cette activité montrer qu'il y a quelque chose en Afrique de spécial. Et donc, c'est parti de là. Matière première africaine, tradition africaine, rituel de beauté africain. Toutes ces choses-là, en fait, qu'on ne valorise pas aujourd'hui et qui malheureusement se perdent ou sont récupérées par d'autres pour nous revenir, ben, elles sont là. C'est pas ailleurs, quoi. L'Eldorado, voilà, on n'a pas besoin de prendre un bateau, on a tout, on a vraiment tout ici. Et donc, le challenge, c'est de pouvoir sortir à partir de l'Afrique cette chose exceptionnelle. On entend les oiseaux chanter derrière toi. J'avais prévenu, hein. Je me demandais si j'allais le dire ou pas. Donc, je précise qu'il n'y a aucun problème, de son. Amie a des oiseaux qui chantent, derrière elle. Oui, 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 les oiseaux, c'est la nature, voilà. Ils reprennent leur droit. Ils sont chez eux, c'est moi qui squatte leur territoire. Quelles sont les missions de Saba? Parce que tu nous as expliqué ce qui t'a amené à ce projet et à ce nom magnifique, mais je regardais sur ton site et en réalité, les missions sont doubles, voire triples. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, donc moi, je ne fais jamais les choses simplement, hein. Je pourrais faire les choses simplement, mais bon, apparemment, j'ai toujours le don de compliquer les choses. Mais voilà, donc pour moi, Saba, non seulement c'est un véhicule pour valoriser les matières premières africaines, créer des produits de qualité qui peuvent rivaliser avec n'importe quel autre produit de n'importe quelle partie du monde, mais c'est aussi un véhicule pour se réapproprier en fait la culture africaine, se réapproprier les traditions africaines. Moi, la première, il y a beaucoup de choses que je découvre maintenant, que dont je ne me doutais pas avant, alors que ça fait quand même de nombreuses années que je vis en Afrique et que je m'intéresse maintenant un peu plus aux traditions africaines. Donc pour moi, c'est un véhicule également pour s'éduquer, informer les Africains, mais au-delà des Africains, les autres qui s'intéressent à l'Afrique. Euh, et je fais juste un clin d'œil ici en disant que la période, à partir de Black Panther, on est toujours dans cette période où c'est vraiment exceptionnel l'attention que l'Afrique a, l'opportunité qu'elle a de montrer, démontrer ses talents. Et malheureusement, on a appris hier le décès de l'acteur de Black Panther. C'est vraiment dommage, mais je pense qu'il a ouvert quelque chose à travers lui, sa personnalité. Il a ouvert quelque chose, il a ouvert les mannes, et c'est à nous, les Africains, en fait, de se saisir de cet élan-là, des autres continents qui s'intéressent à l'Afrique, pour se réapproprier notre culture, pour s'y intéresser, pour s'éduquer dessus, mais aussi pour partager. Et le troisième élément qui est important également pour moi dans Saba, c'est de pouvoir travailler avec les talents locaux. Donc, de la même façon que je recherche des matières premières de bonne qualité, des meilleures matières premières africaines, les meilleures qui peuvent avoir les meilleures propriétés pour la peau, pour les cheveux et pour le bien-être aussi, bah, je recherche également des personnes qui peuvent m'aider à développer ces produits-là. Et donc, Saba, depuis le début, a un laboratoire de recherche et de développement de nouveaux produits au sein de l'université Houphouët-Boigny, qui est pardon, de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, donc l'INPHB, qui est un centre d'excellence en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, où je travaille avec des professeurs et des étudiants. Et la fierté pour moi, c'est de dire, quand on sortira notre premier produit, parce qu'on est toujours en phase de recherche et développement, bah, ça sera un produit vraiment made in Africa, made in Côte d'Ivoire, avec toutes les compétences techniques, en plus des matières premières qu'on a utilisées, mis en valeur localement. Et par exemple, le packaging, toutes les phases de conception, seront réalisées en Côte d'Ivoire ou en Afrique? Alors, le packaging, c'est un problème très délicat parce que malheureusement, c'est une chaîne de valeur, hein, bien sûr. Donc, il faut la matière première,
il faut des compétences techniques et scientifiques derrière pour pouvoir rechercher, développer les techniques pour utiliser cette matière première, formuler des produits qui vont être efficaces. Il faut également un beau packaging parce que ces produits-là, comme je dis, doivent être capables de rivaliser avec n'importe quel produit de n'importe quel pays du monde. Mais le packaging, c'est un sujet très difficile en Afrique. En Côte d'Ivoire, parce qu'il y a c'est une industrie en fait qui demande beaucoup d'investissements et de gros investissements. Donc, on a très peu de producteurs de packaging en Côte d'Ivoire. C'est pas seulement pour la cosmétique, pour l'agroalimentaire, pour l'industrie en général. C'est très difficile, c'est très coûteux à faire, donc on n'a pas beaucoup de possibilités. Et on est encore dans des logiques où on importe du packaging. Donc, Saba, au début, comme je dis, je ne fais pas les choses simplement. Pour moi, c'était 100% de la chaîne va être ici. On n'importera rien. Mais je pense qu'à un moment, il faut pouvoir aussi faire les choses de façon pratiquée, intelligente. Donc, je pense que les choses sont amenées à évoluer. Le packaging, c'est un domaine qu'on n'a pas encore vraiment bien fixé. Donc, il se peut très bien que nos packagings soient importés dans un premier temps. Et j'espère que en parlant, peut-être que j'ai donné des idées à des entrepreneurs qui se demandent ce qu'ils vont faire, comment ils peuvent contribuer. Si vous avez une expérience, si vous avez déjà travaillé dans une boîte qui fait du packaging ou si vous avez des associés, en fait, c'est un domaine qui est littéralement vierge et il y a des besoins énormes. Il y a plein de marques qui se lancent en cosmétique, en agro-industrie, dans différents domaines et qui ont toutes le même problème de packaging. Donc, la conception définitivement locale, les matières premières définitivement locales, les scientifiques, les locaux, mais il y a des aspects qu'on va devoir, voilà, pour lesquels on va devoir être encore dépendant de l'importation. Donc, vous êtes à la fois une plateforme de distribution et une marque de cosmétiques, puisque, comme tu le disais, vous développez vos propres produits. Quels sont vos canaux de distribution? Parce que j'ai indiqué que vous vous étiez lancé en avril 2020. Avril 2020, ça veut dire en pleine crise du Covid. Est-ce que ça a eu un impact sur ta date de lancement? C'est-à-dire, est-ce que tu t'es dit, oula, il y a cette crise, est-ce que je décale? Est-ce que j'attends? Ou est-ce que tu t'es dit, non, c'est le moment, c'est maintenant et allons-y? Oui, alors effectivement, on s'est lancé, donc la partie distribution commerciale a été lancée en plein Covid, hein, et c'était plutôt la deuxième option, hein. J'ai dit non, on y va, hein. On n'attend pas, le monde évolue, on ne va pas s'arrêter voilà, d'évoluer, donc c'était vraiment un choix conscient. Maintenant, en termes de canaux de distribution, pour le moment, c'est exclusivement par le site internet, donc saba-naturals avec s à la fin.com. C'est un choix aussi parce que, bon, déjà en plein Covid, c'était vraiment pas le bon moment pour ouvrir un lieu physique. Et puis, j'estimais que dans le début, c'était plutôt, voilà, c'était plus intéressant et puis plus supportable également financièrement d'avoir une plateforme de distribution qui avait des charges maîtrisées. Donc aujourd'hui, je me rends compte que c'est un choix qui m'a permis aussi de pouvoir approcher une clientèle qui n'allait pas forcément venir à une boutique physique. Je précise que la cible des produits distribués par Saba Naturals ou fabriqués par Saba Naturals, c'est vraiment une cible qui est déjà connectée, mobile, qui a déjà l'expérience d'acheter en ligne. La question que je me posais au début, c'était de savoir si pour des produits cosmétiques, il y aurait un frein, parce qu'en général, on aime bien ouvrir, sentir, essayer. Mais j'ai vu que ce n'était pas vraiment un frein. Les gens faisaient confiance, étaient prêts à tester, et la demande était là pour des produits qui, effectivement, mettaient en valeur des matières premières africaines, mais qui surtout étaient de qualité. Et donc, c'est une cible à laquelle moi je m'adresse. J'ai conscience que ça ne va pas forcément être pour tout le monde. Tout le monde n'a pas forcément cette habitude, cette envie d'acheter en ligne. Mais pour le moment, on reste en modèle de distribution exclusif sur le site. Et on verra après s'il est nécessaire d'adapter le modèle à la demande. Donc, s'il n'y avait pas eu le Covid, est-ce que le plan initial, c'était d'avoir des boutiques physiques en complément du site internet?
Oui, c'était dans les plans, c'était pas forcément pour tout de suite. C'était dans les plans de développement, c'était pas forcément fixé. Donc j'ai pas en fait, j'ai vraiment beaucoup fonctionné. J'ai essayé d'aller contre ma nature, très analytique pour fonctionner à l'intuition sur certaines choses. Donc c'était dans les plans sans être fixé. Et c'est vrai que le Covid a accéléré la partie digitale parce que bah, on sortait pas de toute façon, c'était pas le moment de demander aux gens de venir en boutique. On était tous plus ou moins cantonnés à un rayon géographique plus limité. Donc les choses se sont imposées comme ça. Et finalement, c'est très bien. C'est en tout cas pour une jeune entreprise comme Saba qui se développe, qui n'a pas forcément encore les gros moyens et qui investit encore beaucoup dans son développement produit. C'est un canal qui fonctionne. J'ai fait un sondage il n'y a pas très longtemps pour justement affiner un peu mon marché, ma compréhension du marché. Et dans ce sondage, j'avais posé la question aux personnes, c'était de savoir est-ce que vous êtes à l'aise avec l'outil informatique. Donc, sous-entendu, vous avez accès à Internet, vous savez comment aller commander sur un site. Et je me suis aperçue que ma cible, encore une fois, beaucoup de gens sont déjà en fait dans cette habitude-là d'acheter leurs produits en ligne. Et je pense que ça va évoluer, ça va augmenter au fur et à mesure que l'accès à Internet augmente et que les gens passent une commande, deux commandes, se rendent compte qu'en fait c'est très pratique. Tu passes ta commande, tu es livré chez toi, tu connais le produit déjà, tu peux même réfléchir à des options, des formules d'abonnement. Donc tout est possible encore. Donc on est encore dans cette phase-là avec Saba où on reste sur un modèle assez léger en termes de distribution. Et encore une fois, bah, on verra s'il faut évoluer ou pas. Alors justement, tu as touché à l'accès à Internet et je me posais cette question dans le cadre d'un modèle de distribution e-commerce ou direct to consumer. Donc j'ai regardé les chiffres et ce que j'ai trouvé pour 2019 sont des chiffres de la Banque mondiale. Le taux d'accès à Internet sur le continent africain serait de 23% contre 55% en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, 81% en Europe et 77% en Amérique du Nord. Je dois dire d'ailleurs que j'étais assez surprise par le chiffre en Amérique du Nord. Je m'attendais à ce qu'il soit plus élevé. Je me suis demandé si c'était l'étendue du territoire, les inégalités, enfin bref. Mais ce 23% sur le continent africain, je me suis demandé pour une marque, pas nécessairement la tienne d'ailleurs, mais de façon générale, sur le e-commerce en Afrique, sur des taux d'accès de ce type, est-ce que ça peut être un frein? Est-ce que ça peut amener à hésiter en se disant, mince, est-ce que je vais avoir accès à la clientèle en fait? Que ce soit pour des cosmétiques ou autres, juste sur le fait de pouvoir accéder à la clientèle. Écoute, c'est une excellente question. C'est vrai que les chiffres bah, sont bas hein. Quand on compare aux autres continents, on est à 23%. Et même, je suis surprise, moi, du gap avec l'Afrique du Nord. Je pense que tu as cité 55%. C'était avec le Moyen-Orient. Ah, ok, avec Moyen-Orient, donc, effectivement. Mais en réalité, je pense que c'est des chiffres qui vont évoluer. On n'a pas le choix, hein. En Afrique, on va pas rester à ces niveaux-là quand on sait qu'aujourd'hui, on ne peut pratiquement plus rien faire sans Internet. Ça va se démocratiser, ça va être peut-être que l'exemple du téléphone portable le montre. Le taux de pénétration de téléphone portable est élevé, celui des smartphones est en train de suivre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'aussi on interroge les personnes au hasard dans la rue. Peut-être qu'il y a 5 ans, deux avaient un smartphone, c'est-à-dire un téléphone qui est capable d'aller sur Internet. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, je pense qu'il y en a au moins 4 sur les 10. Donc, c'est des choses qui évoluent. Donc, je suis très optimiste dessus. Ensuite, ça dépend en fait des industries et des produits et des cibles surtout. Saba, la cible, comme je dis, ce sont des Africains qui sont déjà connectés, euh, classe moyenne, sup, sans vouloir être snob, mais donc chaque produit a sa cible. Et donc celle que je connais le mieux et qui a des aspirations qui correspondent à ce que j'ai envie d'offrir, n'a pas de problème d'Internet. Si nous venons à évoluer et qu'effectivement on élargit la base de clientèle, etc., et qu'il faille faire
des points de vente physiques, c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable aussi. Donc je dirais que tout est ouvert. Euh, le Covid a quand même beaucoup contribué à l'éclosion. J'ai vu, Saba n'est pas le seul business à s'être lancé pendant le Covid. Et donc le temps nous dira si ce modèle est soutenable. Mais quelque chose me dit que voilà, l'évolution va se faire naturellement comme elle s'est faite ailleurs. Les métropoles africaines sont aujourd'hui autant congestionnées que celles d'Amérique du Nord ou d'Europe. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui n'ont plus envie de se déplacer, d'être dans les bouchons, de faire je ne sais combien de kilomètres pour aller chercher ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin également d'être flexibles et d'avoir l'opportunité de se faire livrer à domicile. Et les services de livraison d'ailleurs ont explosé. Hein. On a de nouveaux arrivants dont des boîtes internationales. Il y a aussi des locaux qui font des livraisons. Donc voilà, pour moi, c'est des choses qui vont évoluer naturellement. On ne va pas forcément rester dans ce modèle figé. D'ailleurs, comment sont acheminées vos livraisons? Est-ce que tu livres, par voie postale? Est-ce que tu utilises des transporteurs privés? Puisque ton marché cible, tu disais, les Africains. Est-ce que du coup vous êtes présent, déjà dans d'autres pays d'Afrique, ou pas encore? Alors aujourd'hui, on est exclusivement en Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'on est vraiment on est un tout petit bébé. Ça va quelques mois d'existence. Donc, on a commencé par à côté de chez moi, à côté de chez nous, on a à Abidjan plus précisément. L'idée, c'est de pouvoir étendre cette offre-là à d'autres pays voisins et puis plus tard, parce qu'en fait, quand je dis les Africains, tu as les Africains, tu as la diaspora, et puis tu as tous ceux également qui ne sont pas forcément africains ou noirs, mais qui également recherchent des produits de bonne qualité et sont demandeurs ou en tout cas curieux de découvrir ce que un produit africain, un produit cosmétique africain peut faire. Donc on ne se met pas forcément de barrière de ce côté-là. On commence petit, on a commencé petit. Je travaille avec une société de livraison locale euh, avec qui je suis en partenariat et qui effectue mes livraisons. Donc c'est physique. On n'a pas encore la poste pour livrer dans les pays voisins ou ailleurs. Mais ça va venir, je pense, au cours des mois prochains. Plus on se fait connaître, plus la demande, je pense, sera là. Et aujourd'hui, on sait que c'est possible. Il y a d'autres marques africaines, en tout cas basées en Afrique, qui ont des ventes internationales, qui vendent au Japon, etc. Donc, on sait que c'est possible, on s'organisera pour le moment donné. Tu suis en ce moment une formation en formulation cosmétique naturelle. Le but pour toi, c'est d'être, totalement impliqué dans la création de tes produits, et de pouvoir être aussi bien dans le management, qu'auprès de tes laborantins pour pouvoir, décider aussi à ton niveau des formulations? Oui, alors ça, effectivement, c'est la nouvelle, la dernière aventure. Je retourne sur les bancs. Mais voilà, donc le but, déjà, je veux dire que je travaille avec des personnes très compétentes. Donc, comme je disais, l'Institut Polytechnique, avec des docteurs en chimie qui ont des dizaines d'années d'expérience en recherche. Donc, je n'ai aucune prétention à ce niveau-là. Je n'ai pas passé les 10 prochaines années de ma vie pour être docteur en chimie, non. En revanche, c'était important pour moi, en effet, d'être impliquée à tous les niveaux de développement. Et il faut savoir de quoi on parle, en fait, à un moment donné. Euh, Ça m'a paru être naturel et nécessaire d'avoir un bagage minimum, de comprendre un peu le vocabulaire, de comprendre comment fonctionne en fait la formulation pour pouvoir ensuite être plus efficace lorsque j'échange avec mon équipe et que je leur dis, écoutez, faisons plutôt ci, ça, voilà ce que je veux. Rien que le fait d'exprimer des choses de façon claire dans un langage qui est commun euh, fait qu'on est beaucoup plus efficace. Et puis, voilà, de façon générale, j'aime savoir de quoi je parle. Je sais que je ne serai jamais voilà, un docteur en chimie, non, c'est pas ma formation, mais je veux avoir une base pour pouvoir parler avec ceux qui sont beaucoup plus spécialisés et pouvoir avoir mon mot à dire et influencer, impacter ou bien comprendre ce qu'on me dit également. Alors justement, Ami, dans ce podcast, je reçois régulièrement des entrepreneurs basés en Afrique et la question du financement revient régulièrement. Tu as coécrit en 2017 un article sur la création d'entreprises et l'investissement en Côte d'Ivoire.
Et dans cet article, vous écrivez, je cite: «En dépit de la présence d'un secteur bancaire et financier diversifié, institutions de microfinance, banques, assurances, fonds d'investissement et institutions de développement financier, dont la Banque africaine de développement basée à Abidjan, peu de PME ivoiriennes bénéficient d'un financement extérieur». Alors, donc ça, donc vous apportez dans l'article, pas mal de réponses à cette question, mais pour toi, qu'est-ce qui fait que le financement, ce soit un sujet si compliqué pour les PME en Afrique? Mmh. Alors oui, alors effectivement, le constat qu'on faisait à l'époque, il est toujours d'actualité, hein, 2017-2020. Je pense que les choses n'ont pas beaucoup changé. À mon avis, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Hem, il n'y a pas moins d'entrepreneurs talentueux en Afrique, qu'en Europe ou aux États-Unis. Mais je pense encore une fois que l'environnement et le contexte jouent pour beaucoup. Alors moi, l'expérience que j'ai eue en financement, je ne fais pas de généralité, mais c'est ce que j'ai vu, m'a montré que beaucoup d'entrepreneurs ont de très bonnes idées, mais sont très peu structurés, en fait. Et donc quand ils viennent, demander du financement, ils ont souvent beaucoup de problèmes, en fait, de structuration de leur entreprise. Hem, il y a un code, c'est comme dans tous les secteurs, il y a un code. Il faut connaître le code. C'est un peu ce que je disais quand j'avais commencé en audit. Je ne savais pas que, voilà, il fallait être d'une certaine façon. Il y a un code. Donc quand on vient chercher du financement, il y a toute une préparation, en fait, en amont. Il faut déjà pouvoir bien souvent, ils connaissent bien leur marché, mais ils n'arrivent pas à répondre aux questions qui sont posées par les banquiers ou par les investisseurs. L'entreprise, paraît fragile parce qu'il y a pas de process, ou bien, ils ont pas vraiment d'historique bancaire et ils demandent tout de suite des prêts très élevés. Donc il y a beaucoup de facteurs comme ça, mais à mon avis, chacun de ces facteurs-là peut être adressé, à un moment donné. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de structures «d'accompagnement» entre guillemets, de qualité variable, je précise, donc il faut se faire bien accompagner, qui sont capables de travailler avec des entrepreneurs. C'est un peu ce que je faisais, chez ESP, pour les aider justement à structurer leur entreprise, à connaître leur marché, à pouvoir l'exprimer, à le développer et à pouvoir s'asseoir en face d'un banquier et demander un crédit et connaître ses chiffres et cetera. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a un problème aussi du côté des financiers qui ne sont pas forcément dans le bon état d'esprit, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément là pour prendre des risques. Donc, quand vous allez voir un banquier, faut savoir que, bah, si vous n'avez pas d'historique, si votre entreprise n'a pas de compte dans sa banque, il ne voit pas effectivement que, tous les mois vous avez tel montant de revenus, ça sera difficile pour lui de répondre positivement à une demande de financement. De la même façon, quand vous allez voir un capital investisseur, si vous n'êtes pas capable ou s'il ne voit pas, lui, les pistes de croissance de votre entreprise, ça sera difficile pour lui de vous accorder un financement s'il n'est pas convaincu, du retour sur investissement qu'il faut avoir. Donc moi, je pense que c'est des 2 côtés, les blâmes, les torts sont partagés et il y a quand même des tendances encourageantes. On a aujourd'hui des entreprises, africaines qui arrivent à lever du financement, heu Africrea, par exemple, a levé du financement. Je pense que ça a encouragé beaucoup de gens. Je prends pas l'exemple de Jumia parce qu'il y a beaucoup de polémiques par rapport à Jumia, au modèle et donc je vais pas forcément parler de ça, mais je sais qu'il y a aujourd'hui une vague d'entrepreneurs qui arrivent en connaissant les codes et qui vont être certainement dans les 5 années à venir, capables de lever des fonds, aussi bien auprès des banques que des investisseurs, privés et ça va participer à l'évolution de l'écosystème. Mais il y a encore vraiment, je reconnais, beaucoup de travail à faire aujourd'hui, sur le financement des PME. Le simple fait qu'elles n'aient pas accès est un vrai, vrai problème, pour le développement et même pour les économies locales. Donc, si on est un entrepreneur et qu'on a une entreprise, et qu'on a réussi à développer, même avec des moyens modestes et qu'on a un minimum de structuration, avec un minimum de track record, c'est quand même, aujourd'hui plus facile de lever un financement externe qu'il y a 10 ans, par exemple. Mais ça veut dire qu'il faut avoir fait le travail sur ses fonds propres, avoir, entre guillemets, «souffert et transpiré» pour avoir un embryon
qui, va permettre à d'autres personnes de se greffer dessus. Mais souvent, on veut sauter l'étape, en fait. On vient tout de suite, on a une idée, on cherche du financement. Là, dans ces conditions-là, c'est beaucoup plus difficile. Ce que tu dis, ça me fait penser à ce que dit souvent Sarah Blakely, la fondatrice de Spanx, Oui, 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 oui. qui elle, est encore à 100 détentrice du capital de son Oui, ah, entreprise. c'est elle, extraordinaire. Ouais, voilà, et qui souvent dit aux entrepreneurs qui lèvent des fonds, qui se retrouvent très rapidement dilués dans leurs entreprises et cetera, qu'il y a des effets pervers et qu'il faut être, très prudent. Mmh. Et très souvent, le hustle de traverser une ville, ou un pays avec sa voiture pour aller vendre sur une table en bois, sur un marché, en fait, ça peut être salutaire à long terme. Oui, c'est non, non, je suis contente que tu cites Sarah Blakely, c'est une des personnes qui m'inspire beaucoup aussi. Elle a une histoire extraordinaire, et voilà, effectivement, elle a commencé dans son salon, avec, ses bas dans sa voiture, à faire le tour des boutiques et à trouver essayer de trouver un petit coin où on voulait bien la vendre ou à passer toute la journée dans les boutiques où elle était distribuée parce qu'elle savait que si elle n'était pas là, son produit serait pas poussé et recommandé. Donc voilà, il y a tout ça aussi, je pense qu'il faut prendre en compte, et intégrer quand on veut se lancer dans l'aventure pour ne pas avoir des déceptions après et dire: «Ah ben, j'ai pas pu faire parce que j'ai pas de financement». Alors on arrive, au terme de cet épisode qui a été, très enrichissant. Bon, c'est pour moi et j'espère pour les auditeurs. Quel est donc tu nous disais que tu étais en recherche et développement là sur le lancement des 1ers produits, Saba. Quel est le quand est-ce qu'on peut espérer, voir, ce produit sur le marché? Ça c'est une question à 1 million de dollars. Non, bientôt. Non, non, bientôt. En fait, j'ai appris, hein, avec cette aventure que, voilà, tout ce qu'on prévoit, en termes d'entrepreneuriat ici, enfin, voilà, il y a beaucoup de complications auxquelles on ne pense pas forcément, qui font que les délais sont allongés. Mais j'aimerais bien quand même pour que 2021, on puisse, voilà, avoir le premier produit Saba Natural sur le marché avec, tout ce qui a été fait comme effort en termes de développement, en termes de tests, en termes d'assurance qualité, pour que ce soit voilà, un produit qui réponde aux attentes et qui soit à la hauteur, voire mieux que ce qu'on a voilà, comme idée des produits importés, etc. On a toujours l'impression que quand ça vient d'ailleurs, c'est mieux. Donc c'est vraiment aussi un challenge pour moi pour dire ça peut venir d'ici et très bien également. Donc, on se donne encore avec l'équipe jusqu'à la fin de cette année pour avoir voilà, un ou plusieurs prototypes et puis pouvoir faire un lancement en 2021. Donc, restez connectés. Une chose dont on se sera rendu compte, en écoutant ce podcast, c'est que tu réalises souvent tes rêves. Tu rêvais des États-Unis, tu es parti aux États-Unis. Tu rêvais de travailler à New York, tu as travaillé à New York. Donc de quoi tu rêves pour Saba? Waouh, ouais. Écoute, je rêve que Saba soit vraiment un gage, une marque connue déjà, pas seulement en Côte d'Ivoire, en Afrique, dans le monde. Qu'on retrouve Saba aussi bien en Galerie Lafayette que j'espère qu'on aura bientôt à Abidjan ou en Afrique de l'Ouest des points de distribution d'excellence aussi, où on est bien conseillé, on a des produits de qualité, qu'on puisse nous retrouver au Japon, qu'on puisse, voilà, que ce soit vraiment, que ce soit une marque qui soit une référence. Euh, et je rêve aussi que Saba contribue et inspire d'autres personnes qui vont peut-être prendre une autre approche, un autre ingrédient, une autre industrie, et pour dire voilà, on veut faire quelque chose qui vient d'Afrique et qui est excellent. Moi, c'est vraiment le rêve, c'est de montrer que c'est possible de le faire, d'inspirer d'autres personnes, d'impacter la vie des personnes qui ont fait confiance à Saba dès le début. Donc, je pense aussi bien mon équipe en recherche et développement que ceux qui vont nous rejoindre. Je veux que ça devienne une aventure en fait qui soit partagée par un certain nombre de personnes, que nos fournisseurs aujourd'hui de matières premières avec lesquels on est vraiment au début de relations, on fait encore des petites quantités, puissent grandir aussi à travers Saba et créer vraiment tout un écosystème autour d'excellence où on se pousse, où on essaie toujours de faire mieux et
si j'ai réussi à faire ça, franchement, ce serait top. Et pour finir, qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te fait avancer? Ah, il y a beaucoup de choses qui m'inspirent. Je suis inspirée tous les jours et je cherche cette inspiration parce que c'est pas facile. Euh, Se lancer comme ça, sans expérience particulière dans le domaine, sans avoir été entrepreneur avant, parce qu'il y a quand même tout un mythe autour de l'entrepreneuriat. Il faut avoir raté 10 entreprises avant, il faut avoir commencé à vendre des bonbons à l'école à ses amis. Bon, il y a tout ça. Donc, effectivement, quand on se lance, on se dit, mais bon, finalement, est-ce que je suis à ma place ou pas? Je ne sais pas. Mais je suis inspirée. Tous les jours, j'essaie également, effectivement, d'apprendre d'autres personnes. J'aime beaucoup écouter les podcasts. Et je t'ai dit d'ailleurs que j'ai beaucoup aimé l'épisode que tu m'as fait écouter avec la chef Prisca Gilbert. Donc j'écoute beaucoup. Et en ce moment, je regarde une série qui s'appelle The Last Dance sur Netflix, qui parle de la vie et de la carrière de Michael Jordan. Alors, je ne suis pas une fan de basket, je ne connais pas, enfin bref, je ne suis pas une basketteuse, mais j'adore en fait le côté. En fait, ce que j'adore dans cette série, c'est toutes les leçons de leadership, parce que c'était un grand leader avant tout. Avant d'être ce grand basketteur, c'est un vrai leader, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui sait où il veut aller, il veut gagner, et il entraîne tous ses coéquipiers autour de lui. C'est pas quelqu'un de facile à vivre forcément, parce que tout le monde n'a pas ce niveau d'exigence, mais en fait, à chaque épisode, il y a une leçon de leadership. Et donc, c'est un peu comme ça que j'approche, en fait, moi, mon inspiration. C'est-à-dire, chaque jour, je recherche de l'inspiration dans les gens autour de moi, les gens que je connais, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'être Michael Jordan pour inspirer d'autres personnes. Dans les gens que je connais, il y a beaucoup de gens qui m'inspirent, qui connaissent des difficultés, qui changent de boulot du jour au lendemain, ou qui perdent un partenaire, qui se relèvent, qui ont des enfants, qui ont beaucoup de choses. Donc ça m'inspire. Je lis des livres également pour m'inspirer. Je m'inspire de la vie des sportifs, de la vie des artistes. Tout ce que je vois autour de moi, ça peut être quelqu'un que je rencontre dans la rue et qui a l'air vraiment de souffrir, mais qui ne dit rien. Donc voilà, tout m'inspire. J'essaie juste de rester concentrée sur mes objectifs. Et puis, quand les difficultés sont là, de trouver l'énergie en regardant d'autres personnes, en écoutant d'autres personnes, en partageant aussi avec d'autres personnes, de continuer à avancer. Parce que c'est un combat tous les jours également. C'est pas rose tous les jours. Donc, il faut garder de l'énergie pour avancer et ne pas se décourager. Merci beaucoup, Anne. Merci à toi, Tombani. Je te remercie pour cette belle opportunité. Et il faut que tu continues. Hein. Je pense que j'attends aussi d'écouter beaucoup d'autres personnes grâce à toi. Merci infiniment à Amy Fanny de s'être livrée avec tant de générosité et de transparence dans cet épisode d'Entre elles. Je ne doute pas que son parcours à succès dans la finance et son aventure entrepreneuriale sauront inspirer les auditeurs et auditrices d'Entre elles. Comme toujours, vous retrouverez toutes les références liées à cet épisode sur le site internet, notamment l'article coécrit par Amy sur le financement des PME et le site de Saba Naturals. Entre elles achève l'année 2020 sur cet épisode. Je tiens à vous remercier pour votre écoute, vos commentaires et vos partages depuis le début de cette aventure démarrée en octobre 2020. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous le 5 janvier 2021 pour la reprise d'Entre elles, qui sera désormais un podcast bimensuel avec plus de bilinguisme et des profils toujours aussi inspirants. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous souhaitez rester informé de l'actualité du podcast, n'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter. N'hésitez pas également à suivre Entre elles sur les réseaux sociaux, à commenter et à partager avec nous des profils de femmes qui vous inspirent. Enfin, pensez à laisser un avis sur vos plateformes de téléchargement afin de nous soutenir. Je vous rappelle l'adresse du site internet www.entre-l.com.